Hello, and welcome back to this series of conversations with contemporary French filmmakers sponsored by UNIFRANCE. France. My name is Richard Pena. I'm a professor of film and media studies at Columbia University, and I have the great pleasure today of having the chance to talk to Alice Winocourt. Alice, welcome. Hello. Good to see you. Yeah, good to see you too. Let me start off as someone who, as I just said, is a professor at a school where they teach filmmaking as well as film studies. If you could talk a little bit about your experience at La Femis and especially what kinds of things you learned about screenwriting while you were there. Oui, donc j'étais à l'école de la Fémis en scénario, en département scénario. Donc moi, l'écriture, c'est vraiment d'où je viens parce que j'ai toujours beaucoup écrit, même comme enfant, j'écrivais des contes, toujours des histoires un peu de princesses russes, voilà. Et donc ça m'a semblé naturel d'aller dans le département scénario et je pense que là-bas, j'ai appris que peut-être il n'y avait rien à apprendre ou qu'en tout cas à chaque film c'était un peu de nouvelles règles. Et voilà, en fait, moi c'est un petit peu ça aussi qui m'a intéressée dans ce cadre de cette école en fait, on a beaucoup d'exercices qui sont des exercices filmés. On écrit notre propre diplôme, qui était en fait Augustine, puisque mon diplôme de la FEMI, c'était déjà ce scénario de ce premier long métrage, même si à l'époque, je ne savais pas que je voulais le réaliser. You've had the experience of writing some screenplays for films that have gone on to success, such as Home and especially Mustang. Could you talk about writing for other people, what that process is like? Oui, en fait, moi, au départ, justement, quand j'étais à l'école, j'étais plutôt marquée par un modèle anglo-saxon. Je pensais plutôt écrire des histoires et les vendre, en fait, à des producteurs ou à des réalisateurs. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que dans le système français, c'était quelque chose de très différent. C'était vraiment écrire avec un réalisateur et du coup, voilà, construire une histoire ensemble. Il y avait toute une partie aussi de la relation avec ce réalisateur, de l'idée un peu d'accouchement en fait. Et c'est vrai que du coup, j'ai surtout travaillé avec des réalisateurs dont je me sentais proche en fait, qui avaient on avait l'impression de partager une sorte d'univers commun, comme avec Denise Erguven, que j'ai rencontrée à Cannes à la Ciné Fondation. Ah. Et oui, j'ai l'impression en tout cas que c'est pour moi plus facile d'écrire pour d'autres peut-être, parce qu'on se sent toujours plus intelligent dans ce type de moment. C'est vrai que quand on écrit pour soi-même, on est confronté voilà, à ses propres névroses, à ses propres voilà, à des désirs contradictoires. Et il y a aussi beaucoup la mise en scène moi je pense déjà aussi beaucoup à la mise en scène en écrivant, donc c'est un processus qui est j'ai l'impression, plus complexe. As you transformed a bit from just being the screenwriter to now making your own films, what was the experience like of working with actors and especially having your actors say your dialogue? Oui, oui, c'est vrai que moi au départ, quand j'ai écrit ce scénario à la Fémis en partie, le scénario d'Augustine de mon premier film, je cherchais des réalisateurs pour le faire, mais tout le monde trouvait ça trop compliqué. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que je le réalise moi-même, puisque personne ne veut le faire. Et c'est vrai que j'ai découvert sur le plateau que voilà, j'avais un vrai plaisir énorme de travailler avec les comédiens. C'est vraiment pour moi toujours une expérience aussi à nouveau toujours très différente selon les acteurs avec lesquels on travaille. Et je vrai que j'ai une sorte de véritable plaisir d'emmener en fait des comédiens aussi dans des mondes qui leur sont parfois inconnus, comme par exemple avec Vincent Lindon, quand on a eu... À l'époque, il n'avait jamais tourné de film d'époque, donc il y avait cette idée de quelque chose d'une première fois aussi pour lui, même si c'était un acteur qui avait beaucoup tourné. Ou avec Eva Green pour Proxima, où elle jouait une astronaute, où elle venait de faire aussi beaucoup de films très gothiques. Et du coup, il y avait quelque chose un peu de, paradoxalement, même si c'est une astronaute, un peu de redescendre sur Terre. Et voilà, pour moi, c'est toujours quelque chose de très exaltant, voilà, le travail avec les acteurs. Talk about the inspiration for making Charcot, which I think Augustine is really a remarkable film and incredibly ambitious for a debut film. Could you talk about your discovery of his work and what kind of research did you do in order to come up with the scenario?
Oui, c'est vrai. En fait, c'est-à-dire que moi, je me dis toujours que ce que j'ai écrit, ce que j'ai pensé, ce que j'ai rêvé, je me pose jamais vraiment la question de la faisabilité, parce que je me dis toujours, si c'est venu dans ma tête, c'est que je dois pouvoir le faire. Après, c'est vrai que quand il y a écrit 100 hystériques dans un hôpital, une fois qu'on est sur un plateau, on se dit, mais pourquoi, en fait, j'ai pensé à ça? Ou pareil pour Proxima, où on se retrouvait au fin fond du Kazakhstan, je me disais, pourquoi? Le processus de recherche pour Augustine a été extrêmement long parce que pour moi, je me suis vraiment... Enfin, j'ai été... La première chose, le déclic, ça a été cette image sur laquelle je suis tombée. Souvent, c'est une image, moi, qui m'inspire. Et là, c'était l'image d'une hystérique nue devant un parterre d'hommes tous habillés en costume 3 pièces et qui la regardaient comme s'ils étaient au spectacle, comme un peu dans un peep show. Et pour moi, il y avait quelque chose d'extrêmement violent dans ce mélange oui, de médical et de sexuel. Et voilà, en fait, j'ai commencé à beaucoup enquêter, à chercher. Moi, c'est toujours important pour moi, le processus de recherche, y compris même mon dernier film, il y a toujours un mélange entre l'écriture et le travail de recherche documentaire. Et là, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à la bibliothèque Charcot, où il y a tous les rapports médicaux sur les malades. Et c'était une sorte de boîte de Pandore pour moi, parce que plus je cherchais, plus je trouvais de nouvelles choses à lire sur l'hystérie. Et l'hystérie, c'est tellement au centre de tout, en fait. C'est presque l'essence du cinéma, du regard, du désir, aussi beaucoup un thème qui m'intéresse beaucoup, que je continue de développer dans mon travail, du rapport du masculin et du féminin, la manière dont les hommes regardent les femmes avec ce mélange de peur et de désir. C'est quelque chose qui est très présent dans cette histoire à la Salpêtrière, mais qui, pour moi, n'a pas disparu. Donc voilà, après, j'ai été obligée de... Ça a duré peut-être plus de 5 ans, et j'ai dû vraiment, en fait, complètement oublier tout ce que j'avais lu pour finalement me réapproprier les choses et en fait créer le récit de fiction dans le hors-champ finalement de ce que j'avais pu lire, c'est-à-dire il y avait juste ce rapport médical qui disait Augustine s'est enfuie de la Salpêtrière déguisée en homme. Et je me suis interrogée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'était cette relation entre ce médecin et cette malade? Et il n'y avait rien d'écrit dessus, il n'y avait que le rapport qui donnait juste les indications médicales. Donc c'est dans ce trou voilà, de trou noir que j'ai pu rentrer pour construire la fiction. I was amazed to read that all of the patients were women. En fait, cette maladie, l'hystérie, en fait, c'était une maladie... Après, ce qui est paradoxal, c'est que Charcot est le premier à avoir dit que c'était aussi une maladie masculine. Mais il se trouve qu'il ne soignait que des femmes dans cet hôpital et des femmes du peuple. Et vraiment, le film, ça raconte comment un objet d'étude devient un objet de désir. Et c'est vrai que tous les observateurs de cette maladie dans cet hôpital étaient masculins et toutes les malades étaient féminines. Et qu'il y avait un espèce de... Oui, d'une relation étrange, puisqu'en fait, les malades produisaient de plus en plus de symptômes pour faire plaisir aux médecins. Et donc, il y avait une sorte de... Oui, c'était une sorte... D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que c'était un lieu de culture de l'hystérie, cet hôpital, alors que les médecins essayaient sincèrement de les soigner. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est justement toute la complexité de cette situation, y compris du personnage de Charcot. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'ai fait ce film avant MeToo. C'est vrai, pour un premier film, j'avais très peur de faire un film poussiéreux, de reconstitution historique, en costume. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'intéresse dans tous les films, mais ça m'a vraiment intéressé, cette révolte du corps, quoi. C'est cette idée que quand on n'a pas d'éducation, qu'on n'a pas de culture, en fait, il y avait une sorte d'impossibilité pour ces femmes de se rebeller. Et finalement, c'était leur corps qui... C'était la première manifestation féministe, c'est-à-dire c'est le corps des femmes qui prenait en charge cette révolte, c'est-à-dire que leur convulsion, c'était une sorte de manière de crier leur révolte et du coup, oui, de mettre en scène, où le corps devient une sorte de théâtre et les femmes elles-mêmes étaient spectatrices du théâtre de leur propre corps. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant. Ouais. C'est beaucoup aussi une question de regard et de jouer pour l'autre. C'est pour ça que c'est très proche du cinéma. Can you talk a bit about how you directed the scenes of the women having fits, les crises des femmes? Because that is something that's very powerful in the film. En fait, je me suis beaucoup inspirée du cinéma d'horreur et du cinéma des
d'exorcisme, enfin de films. J'ai regardé aussi beaucoup de films comme Evil Dead 2 ou des films américains où en fait, il y a un moment dans ce film, quelqu'un qui regarde sa main, en fait, qui convulse, en fait, parce qu'elle est possédée. Et, euh, et oui, c'est ça, c'est cette idée que les spectatrices que les actrices, enfin que les hystériques sont spectatrices de leur propre corps. C'est vrai que je me suis dit, mais comment je vais mettre ça en scène, les crises, puisque dans les crises, le corps fait des choses qui sont impossibles dans la vie. Donc comment mettre en scène un mensonge En fait, on a accroché avec un harnais le corps de l'actrice de Soko à la manière, enfin, comme on fait dans les films d'horreur. Et on bougeait son corps de manière anarchique, en fait, sans la prévenir. Like a puppet almost. Like a puppet, exactly. Comme poupée. Comme poupée, ouais. Et ça change beaucoup quand, en fait, quand on fait un mouvement, même si on essaye de jouer un mouvement anarchique, si on a son bras qui part comme ça, on le contrôle. Alors que là, moi, je prévenais pas l'actrice. Et du coup, en fait, elle regardait son bras qui partait dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, ça rendait vraiment compte de cette idée d'une possession, qu'on n'est plus... Enfin, son corps, c'est un peu comme les nouveau-nés qui regardent leurs mains ou leurs bras comme si ça faisait pas partie d'eux-mêmes, en fait. Et... For your second film, you made a film that curiously is related, a film about PTSD or syndrome post-traumatique. Can you talk a little bit about your conception of that and again, your research into people who suffer from that? Oui, encore une fois, ça montre vraiment que les films viennent de l'inconscient et des profondeurs, puisque moi, je pense beaucoup au fait que les histoires s'imposent à nous, viennent d'endroits qu'on ne connaît pas, et il se trouve que finalement, il y a toujours une histoire de trauma ou de post-trauma dans mes films. Et oui, ça m'a intéressé, cette figure du soldat qui est rentré d'Afghanistan, en fait, une figure qui est très présente dans le cinéma américain, mais peu dans le cinéma français. Et j'ai rencontré, encore une fois, j'ai fait ce travail de recherche, de rencontrer beaucoup de soldats qui rentraient d'Afghanistan. Et on pourrait dire que ce personnage de soldat post-traumatisé joué par Mathias Schoenaert est un hystérique masculin, puisque, comme le disait Charcot, l'hystérie existe aussi chez les hommes. Dans cette idée que justement les soldats d'élite, comme ça, sont des soldats qui ont l'habitude de maîtriser leur corps. Et là, en fait, c'est quelque chose de vertigineux, de soudain, avoir un corps qui leur échappe. Donc le film, j'ai vraiment construit aussi comme une expérience sensorielle et physique. Il y avait beaucoup l'idée d'être plongé dans le corps et d'entendre simplement, puisque c'est quelqu'un qui a des problèmes aussi d'audition, suite on sait peu de choses du personnage, mais on est plongé dans cette sorte de physicalité, de ces dysfonctionnements physiques. And how did you work with the actor for that? What were the kinds of things the two of you discussed to create that sense? On a vraiment beaucoup, encore une fois, parlé de son corps, puisque vraiment le rapport au corps, c'est ce qui est au centre de mon travail. Et on a construit, en fait, tous les tatouages qu'il y a sur son corps avec des soldats des forces spéciales, puisqu'on se disait que ça devait raconter l'histoire de son corps et de son... par exemple, il a écrit KO sur le bras, il y a des dates aussi qu'on a trouvées. On a passé beaucoup de temps aussi avec ces soldats dans une caserne pour s'entraîner. Donc il y avait quelque chose de très immersif. And have you had the experience of showing the film to people with PTSD? Oui, en fait, il y a eu beaucoup notamment ces soldats avec qui j'avais pu travailler. Aussi, je travaille très souvent aussi avec des psychiatres du trauma. C'était très émouvant. Aussi dans des mini-détails sur des gens qui travaillent, encore une fois, ces soldats d'élite, mais des gens qui sont aussi des bodyguards pour savoir. En fait, les bodyguards regardent souvent les mains, puisque le danger vient des mains, en fait. Si quelqu'un sort une arme, c'est avec sa main. Donc, c'était des indications pour moi de mise en scène, de se dire qu'il fallait filmer les mains. Et de toute façon, j'aime bien filmer les mains. Mais il se trouve que, oui, tout ce travail d'enquête et ce travail avec et en fait, Mathias a amené beaucoup d'idées aussi dans le film, comme le plan de fin du film, et aussi une idée de lui et de Diane Kruger, de ce personnage qui arrive. J'aime bien aussi que les acteurs, même si toujours les scénarios pour moi sont très importants, que les acteurs viennent bousculer cette narration. On the set, do you ever do improvisation or things fairly well written before?
En fait, je pense que pour improviser, il faut être encore plus préparé. Mais j'aime bien cette idée, oui, de casser le scénario et d'amener la vie. Et oui, en fait, je pense que le scénario, c'est une matière mouvante qui doit bouger et c'est très exaltant, en fait, justement, ces choses qui arrivent sur le tournage. So, after these two films that dealt so intensely with psychology, you decided to go to outer space and talk about what was the inspiration for Proxima. J'avais toujours une fascination très poétique pour l'espace, même si je connaissais rien à ce monde. Mais j'ai été comme ça un peu. C'est toujours comme ça. En fait, j'ai été attirée par ce monde sans savoir pourquoi. J'ai été à Cologne, à l'Agence spatiale européenne. Et là, j'ai rencontré des astronautes. Et encore une fois, c'est ces entraînements physiques qui m'ont fascinée. J'ai passé des heures et des heures à voir ces astronautes. Et c'est comme si cet aspect documentaire de ces gens qui essayaient de muter, de devenir des space persons, rencontrait mes obsessions de réalisatrice, de filmer le corps comme ça, contraint dans des sangles. Voilà, donc ce monde, je me suis dit, c'est vraiment un monde pour moi. De aussi filmer Après, l'idée, c'était de filmer dans ces centres spatiaux à Star City, c'est-à-dire près de Moscou, c'est des bases militaires, et au Kazakhstan. En fait, aucun film avait été tourné là-bas. Et donc, je me suis dit, c'est un lieu intéressant. Et après, le cœur du film, c'est évidemment le rapport de cette mère et de sa fille. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien, puisque je suis mère, moi, d'une fille qui avait l'âge de la petite fille dans le film. Et en fait, c'est... Voilà, comme souvent, en fait, tous mes films sont très personnels et intimes, mais comme ils sont si intimes, ils ont besoin de se situer dans des mondes très lointains, comme au 19e siècle. Et là, il se trouve, comme c'était un rapport mère-fille, ça devait être dans l'espace. Was it very difficult to get the permissions you needed in order to shoot in Space City? And does the program of training that we see in the film resemble what astronauts actually go through? C'est tout à fait en amont. Le scénario a mis 2 ans à s'écrire, mais j'ai passé vraiment 2 ans à beaucoup, beaucoup travailler avec les entraîneurs et avec les astronautes, pas seulement à Cologne, mais aussi en Russie et aux États-Unis. Et j'ai pu faire ça parce que j'avais le soutien de l'Agence spatiale européenne. Et je leur ai expliqué que, en fait, l'espace était américain à cause des films. Parce que la NASA était toujours représentée, mais l'Agence spatiale européenne, non. Et j'aurais dit, maintenant, il faut que vous ayez votre film. Ces images de films américains, c'est toujours des films assez virilistes, avec cette idée aussi de la superpuissance, voilà, de la conquête aussi, la conquête de l'espace. Et moi, en observant ce monde, y compris les astronautes américains qui viennent aussi s'entraîner en Russie et à Cologne, je constatais exactement l'inverse dans ces entraînements. C'est qu'être astronaute, c'est faire l'expérience de la vulnérabilité humaine et de la fragilité. Et du coup, j'ai voulu prendre le contre-pied de ce type de film, même si je joue évidemment avec ces codes, et donc de faire un film qui montre en fait nos corps sont faits pour vivre sur cette planète, et c'est une vraie violence qui est faite au corps C'est ça que j'ai voulu filmer, en fait, cette violence de la séparation, que c'est pas facile de se séparer de la Terre, comme c'est pas facile de se séparer de sa fille. Years ago, there was an American film, not very well known, but actually quite nice, called Growing Up with Rockets, Grandir avec les missiles, which was a documentary made by a young woman who grew up in Cape Canaveral or Cape Kennedy. And she spoke about how it was really almost a community completely separate from the rest of the world, that people very much, it was kind of like a bubble that people were in. And I wonder if you had any experience of that with people who work in space. Is it a kind of closed community? En fait, ça a vraiment beaucoup de rapport avec ce qu'est le monde du cinéma, et c'est ça qui était très émouvant, parce que pendant les 6 mois de tournage, on a été beaucoup mélangés, équipe spatiale et équipe du tournage, puisque nous, on avait le noyau de notre équipe française, mais à chaque fois, quand on tournait en Allemagne, on avait l'équipe allemande, en Russie, on avait une équipe russe, et à chaque fois, c'était différentes manières de travailler, et on devait s'adapter les uns aux autres, et on se rendait compte avec les équipes spatiales qui nous accueillaient à quel point on partageait des choses, cette idée justement d'être un monde à part, d'avoir une mission commune, c'est-à-dire que même si dans les films on connaît que les acteurs, parfois les réalisateurs, les astronautes c'est pareil, on connaît les astronautes qui sont des grandes stars,
Mais en fait, derrière, il y a des centaines de personnes qui travaillent comme pour le cinéma, avec des plans de travail, avec Ouais. voilà, des calendriers très, très compliqués. Et ils se préparent aussi 2 ans en avance, comme pour les films. Enfin, donc voilà, c'était émouvant de voir tout ce travail collectif qui ressemblait à ce que moi j'adore dans le cinéma, cette idée qu'on est tous dans un monde parallèle à rêver le rêve du film qui est la mission, en fait, d'aller sur Mars. Watching the film, especially in the world that we're living in now in November of 2022, I couldn't help thinking that there's something utopian about your film to see this American and this Russian and this Yeah, French very person utopian. Yeah. together on this mission. Exactement, parce que c'était à l'époque, dans les missions pour aller dans l'Agence spatiale européenne, c'était exactement ça. C'était un Américain, un Russe et un Européen. Et il se trouve que maintenant, les Russes sont vraiment en conflit et c'est plus compliqué, mais c'est bien. Did you ever have the temptation to try and film at least a little bit of your astronauts in space? In Space. En fait, la première projection vraiment du film qui s'est faite dans la vie, elle s'est faite dans la Station spatiale internationale, avec les astronautes qui s'entraînaient au centre spatial avec nous quand on tournait. Luca Parmitano, qui est la grande star de l'agence spatiale italienne, et qui était très amoureux quand il était adolescent de Eva Green. Et en fait, alors que c'est quelqu'un qui a beaucoup de self-control et qui est très, voilà, cold blood, comme ça, en fait, quand il a vu Eva Green à Star City, à l'agence spatiale russe, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Et du coup, après, il a vu le film dans la station, quand il était chef de la Station spatiale internationale. Et on a même fait un zoom avec lui quand il était en haut pour nous dire ce qu'il avait pensé du film. Mais pour le film, non, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était justement que ce soit un Earth movie, que ce soit plus un film d'espace sur Terre. Ouais, et c'est vrai que dans les films, les problèmes arrivent dans l'espace, mais pour les astronautes, les problèmes sont plutôt sur Terre, comme pour nous. Donc, je me suis dit, c'est plus intéressant de montrer vraiment ce que c'est la préparation. C'est un peu comme un film d'ailleurs, la prépa est plus compliquée souvent que le tournage. I also have to say that I find the ending of the film, when you have all the image of the women who've been involved, whose names we almost never heard of, very, very moving. And could you talk about that decision? Oui, en fait, je voulais vraiment montrer ces images qu'on n'avait pas vues de ces femmes avec ces enfants. En fait, c'est parce que les femmes, quand elles sont comme ça dans des carrières compétitives, ultra compétitives, que ce soit astronautes ou d'autres métiers, elles ont tendance à cacher, parce qu'elles savent que ça peut être considéré comme une faiblesse. Qu'on se dit, si une femme a des enfants, ça veut dire qu'elle va prendre plus de vacances, elle va lâcher le boulot si les enfants ont des problèmes, etc. Donc il y a tout ce travail de dissimulation, et le projet du film, c'était justement de montrer le cinéma, même encore une fois le cinéma américain, a souvent beaucoup représenté des femmes astronautes, mais quand elles ont des enfants, dans les films américains, les enfants sont morts. Comme dans Gravity. Et alors que dans la vie, les femmes astronautes ont des enfants, ou même dans la vie ont des missions, et elles ont des enfants qui ne sont pas morts. Et donc c'était de montrer vraiment... voilà, je trouve ces photos très, très émouvantes. D'ailleurs, il y a la photo de Julie Payette, parmi elles, qui était la gouverneure du Canada. Oui. Voilà, de montrer ces femmes qui sont pilotes de chasse, qui sont des femmes très, très fortes avec leurs enfants, en fait. C'est quelque chose que je trouve très émouvant. No, I think it's a really beautiful homage. And from outer space, you brought us back to Earth with your next project, which was, Paris Memories, as it's called in English, Revoir Paris. I really thought the title was wonderful in French because it really is about seeing, about learning to see a new world. Oui, en fait, il y a cette idée que le personnage est un peu dans les limbes. En fait, elle est étrangère à elle-même, étrangère à sa propre ville. Et il y a aussi l'idée qu'elle... sortie du trou noir de l'attentat, qui est un peu comme un trou noir qui aspire la lumière, en fait, elle reconfigure sa vie à son insu. Et il y avait cette idée de revoir les choses, revoir sa vie aussi différemment, et revoir la ville avec de nouveaux yeux. What inspired you to want to make a film that
clearly echoes what happened at Bataclan in November of 2014. En fait, encore une fois, comme tous mes films, ça vient de quelque chose de très personnel et intime, c'est que mon petit frère était au Bataclan, une victime, mais il a survécu, heureusement. Mais j'étais en lien SMS avec lui pendant une partie de l'attaque. Donc l'idée du film, c'est pas tout de suite imposée. Entre-temps, j'ai fait Proxima, justement, c'était bien loin du Bataclan. Mais voilà, il y avait une forme de nécessité de ce film. Et après, ça a pris un peu de temps pour construire la fiction. Et parce que je voulais pas faire... En fait, la fiction ne peut pas se hausser à la hauteur de la vérité des témoignages des vraies victimes d'un attentat. Il s'agissait pas non plus d'illustrer ça. Donc, moi, j'ai voulu faire un film qui montre un attentat qui n'a pas existé, mais d'être fidèle aux témoignages que j'avais pu recueillir à la fois de mon frère, des conversations qu'on a eues dans les jours qu'on suivit, mais aussi dans les mois qu'on suivit, et aussi tous les gens que mon frère m'a fait rencontrer qui étaient d'autres victimes. Et comme pour Augustine, pareil, j'ai aussi rencontré encore une fois beaucoup de psychiatres du trauma qui m'ont parlé voilà, de ce que c'était d'être vraiment une victime d'attentat. And were you in touch with groups, that sort of self-help groups that get together of victims who perhaps have these kind of meetings that you show? Ah oui, beaucoup en fait. En fait, ça m'a énormément émue dans les jours qui ont suivi l'attentat. J'ai été avec mon frère sur les forums. Il m'a montré que tous les gens se cherchaient en fait. Les gens essayaient de savoir des gens qu'ils avaient croisés, ne serait-ce que 5 minutes pendant l'attaque. Ils essayaient de savoir est-ce que cette personne a survécu, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle est... Et je trouvais ça vraiment très beau en fait de voir cette communauté de gens qui étaient dans une sorte de... je sais pas comment dire, d'entraide, et avec cette idée que évidemment dans les plus grandes catastrophes, dans les barbaries, en fait, c'est Camus qui disait que en fait dans la peste, qu'il y a dans ce type de moments les choses les pires chez l'homme, mais aussi les choses les plus belles en fait. Et je voulais vraiment essayer de filmer tout ce que les terroristes veulent détruire, c'est-à-dire les liens entre les gens, la chaleur humaine, voilà, les lumières de la ville, faire un film un chemin vers la lumière et un travail de résilience, que ce film était aussi pour moi par rapport à ce trauma personnel que j'avais vécu aussi à travers cette histoire. I'm wondering if the story that we hear in the film of the woman who accuses Mia of locking herself in the bathroom, is that based on something that you actually heard? Oui, en fait, c'est un processus assez normal, cette idée, en fait, quand on se sent coupable de quelque chose, en fait, de projeter sa faute sur l'autre. Il se trouve que dans mon film, c'est toujours mélanger, en fait, la réalité et la fiction. Et souvent, on me demande, est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que ça, c'est faux? Et souvent, puisque moi, justement, tout mon travail, c'est de mélanger les choses, je ne me rappelle pas, puisque pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui existe après, c'est le film. Et pour moi, la réalité, c'est celle du film. Could you talk about your staging of the attack? How did you go about that? And really take us through that process. En fait, voilà, c'était pour moi une vraie réflexion, puisque évidemment, je me suis posé la question de la nécessité ou non de cette scène. Et mon frère m'avait bien fait comprendre qu'il y a une impossibilité à représenter un attentat. C'est pas quelque chose de pensable, en fait, c'est quelque chose d'irreprésentable. Mais je me suis dit, il faut quand même faire ressentir, encore une fois, physiquement au spectateur, sensoriellement, qu'est-ce que c'est, en fait, de passer en une fraction de seconde d'un monde de paix à un monde de guerre. J'avais fait ce film sur les soldats qui rentraient d'Afghanistan. C'est que, même s'il y a beaucoup de trauma aussi, c'est quand même différent d'aller à la guerre, habillé avec les habits de la guerre, avec des armes, ou d'être assis dans un restaurant, dans une ville, dans un pays en paix. Il y a un basculement qui dure une fraction de seconde, et c'est comme une traversée du miroir. Et c'est ça que je voulais filmer. Et après, je voulais que la scène soit très très abstraite, que ce soit pas du tout quelque chose de sensationnel, comme on fait un film dans la mise en scène d'une scène d'action. Normalement, on essaie d'avoir beaucoup de points de vue, de rendre les choses avec du thrill, etc. Et là, j'essayais au contraire d'être en fait que dans le strict point de vue de ce qu'une victime pouvait voir, de ne pas sortir de ce point de vue. Donc un point de vue qui est très fragmentaire, où on voit que les pieds des tueurs. We never see their faces. On voit jamais leur visage. Et il y a toute cette idée du fragment et aussi du hors-champ et du son,
parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi dans mon travail, c'est tout le rapport au son. Et en l'occurrence, dans ces cas de post-trauma, c'est le sens, même quand on a comme elle, quand il y a des amnésies, le son, c'est le sens qui part en dernier. Donc, dans le processus après de réminiscence, c'est souvent des sons qui ramènent des images. Donc, c'était une direction pour moi dans la mise en scène du film, où en fait, même en termes de préparation, j'ai fait le découpage du son avant le découpage de l'image. Et donc, pour moi, le son, dans tous mes films, mais encore plus celui-là, il était au cœur du film. Something I also appreciated about the film is that you bring up the fact, and this happened also in the World Trade Center, that there were many undocumented people who we'll never know about. I mean, we never know really how many victims, perhaps, at the World Trade Center, because many were restaurant workers and many were undocumented. Oui, c'est vrai que en fait, le film rend... C'est aussi un film sur Paris, qui est une ville qui a pour moi été blessée aussi dans sa chair. Et Paris, c'est une ville cosmopolite, il y a des gens du monde entier qui habitent. Et donc, tout le monde a été touché. Je voulais vraiment que le scénario, en fait, traverse toutes les couches de la société, et aussi que le film ait une enquête dans la mémoire de cette personne, qui enquête pour essayer de recoller les morceaux de ce qu'elle a vécu, mais soit aussi une enquête pour chercher cette main qu'elle a tenue, cette main qui l'a sauvée, et cette main, pour moi, devait venir d'un autre monde. Parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, on est un peu dans la prison de nos individualismes contemporains, et ce qui est paradoxal, mais assez impressionnant dans les traumas, c'est qu'en fait, le fait de faire l'expérience de la mort à côté de quelqu'un, puisque la mort, c'est un des grands rendez-vous de la vie, en fait, vivre ça avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui vient d'une autre classe, d'un autre monde, en fait, ça lie pour toujours. Et en fait, les traumas écrasent les barrières entre les gens, les barrières de culture, de monde. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, en fait. On voit, il y a ce personnage d'Australien, il y a ce Sénégalais. On a travaillé avec Amadou Mbo, qui avait joué dans Atlantique, quelqu'un qui n'est pas un Sénégalais de France, qui est un Sénégalais vraiment de Dakar. J'ai essayé de ramener des gens... Maya Sansa, l'italienne, des gens qui venaient de mondes très très différents. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans les films, même où c'était le cas dans Proxima, avec Matt Dillon, avec Lars Edinger, ou cet acteur russe, Andrei Fateev, d'avoir des gens de mondes différents. Pour moi, c'est quelque chose qui est très exaltant de travailler avec des gens de mondes différents. Right now, I can tell you that many of my students at Columbia don't think as much about films as they do series. It seems that series and platforms are taking over. And I'm wondering about your position about that. Are you interested in that kind of work? Pour l'instant, en fait, c'est vrai que le cinéma m'intéresse plus, en fait, en fait aussi parce que moi, je crois, en fait, Tchekhov qui disait que les histoires s'écrivent pas à la fin. Et donc, c'est vrai que, en termes de récit, ça m'est plus naturel, en fait, de raconter des histoires qui ont une fin. Alors que le principe de la série, en tout cas narrativement, c'est celui que l'histoire peut être à chaque fois relancée. Il y a une virtuosité là-dedans de à chaque fois trouver de nouvelles... Voilà, donc en fait, ça m'est plus naturel. Mais après, j'ai l'impression que moi, c'est toujours en fait une sorte de... Comme je disais, que ce qu'on apprend à l'école, c'est qu'il n'y a pas de règles. J'ai l'impression que, en fait, chaque récit ou chaque forme de récit est propre au sujet qu'on traite, ou en tout cas à l'histoire qu'on veut raconter. Et il y a des histoires qui ne se racontent par contre que dans ce format de récit. Donc moi, en fait, c'est toujours... des choses qui viennent de mon inconscient. En fait, j'ai l'impression que je peux faire des films dans des mondes très différents ou dans des formats très différents. Ce qui compte pour moi, c'est la nécessité profonde et intime de ce film. Et si j'avais une nécessité intime de faire une série, je la ferais. Mais pour l'instant, ça ne s'est pas présenté. Well, thank you so much, Elise, for this conversation. And thank you very much for watching and listening. And hope to see you all soon again.